C'est parti. Allez, bonsoir à tous. Pour ce nouvel Bonsoir. épisode, j'ai le plaisir de recevoir Olivier Filippono. Donc, Olivier, je vais te proposer de te présenter à tout le monde. Tout d'abord, merci Thibaut de m'avoir invité à participer à ta chaîne et félicitations déjà pour ce que tu fais parce que c'est vraiment super sympa d'interviewer des gens, de communiquer et de se renseigner un peu sur Internet, regarder un peu ce qui se passe et de mettre des gens en valeur comme ça. Donc merci. Donc moi, je suis un chamelier en France. Chamelier, ça veut dire que je m'occupe, mon travail, c'est de m'occuper, d'élever, d'éduquer, de travailler, de présenter des dromadaires à un public. Je fais du tourisme, c'est-à-dire que je vais proposer des méharées, donc des balades à d'autres dromadaires en Thiérache. La Thiérache se situe dans le nord-est de la France, entre Laon et Reims. Laon, Saint-Quentin, Laon et la Belgique, bon, Chimay, Hirson. Ça, c'est la frontière française entre Chimay et Hirson. Donc voilà, ça c'était pour situer. J'ai Dans le une département de dizaine. l'Aisne aussi, c'est ça, c'est bien dans le Département de département de l'Aisne, l'Aisne. merci. Tout à fait. Euh, voilà, c'est le département de l'Aisne où récemment d'ailleurs, à Château-Thierry ou près de Château-Thierry, il y a donc eu comment on appelle ça, euh, la cité française. Bon, je mélange là, je sais plus exactement. J'allais dire quelque chose, mais je sais plus. Oui, je suis à côté de Guise aussi, le familistère de Guise par exemple, si les gens connaissent. Donc voilà, j'ai des dromadaires et je présente des dromadaires à un public sur des événementiels. Je fais des courses de dromadaires. Qu'est-ce que je fais d'autre? J'ai des gens qui viennent chez moi pour découvrir l'animal. On va faire des montes. Ça peut être aussi parce que des gens qui veulent avoir, parce qu'en France, il y a à peu près 1000-1500 dromadaires. Donc il y a des gens qui veulent utiliser les animaux et donc qui veulent et dresser, éduquer les animaux. Donc ils peuvent venir faire aussi des stages, des formations chez moi. Voilà, ça c'est mon activité. J'ai un site qui s'appelle dromadairePicardie.com. Bon, en tapant dromadaire Picardie, dromadaire Thiérache, dromadaire en France, on me trouve assez aisément et on trouve d'autres partenaires, d'autres personnes qui font du chameau, mais on n'est pas très nombreux quand même, on est une petite poignée. Très bien. Et j'aimerais qu'on revienne sur ton parcours, comment t'en es arrivé au dromadaire, parce que c'est pas un animal typique qu'on puisse retrouver en France, dans les élevages français. Donc, comment t'en es venu au dromadaire? Alors, qu'on peut pas trouver dans les élevages français, si, parce que le dromadaire, il est quand même présent depuis l'Antiquité en France. Il n'y en a pas beaucoup, certes, mais par exemple, dans le Champagne, on l'utilisait au 1er, 2e, 3e siècle avec les Romains, on l'utilisait pour les vignes. Euh, on l'a utilisé pour les guerres aussi. Après, dans les compagnies méharistes, après, avec Napoléon, on a utilisé le dromadaire aussi. Donc, le dromadaire est quand même présent dans les châteaux forts. On faisait venir des dromadaires et on les mettait dans des bestiaires. C'est un peu l'ancêtre des zoos. On est à 3000 km des dromadaires. Donc, il y a quand même du dromadaire en France et en Europe. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quand même 1500 en France, peut-être 15 à 20 000 en Europe quand même. Donc, c'est pas, il y a quand même des dromadaires en France et en Europe. Donc, c'est pas Oui, quelque chose c'est pas très courant, certes, parce que 1000, 1500, 2000 dromadaires en France, c'est pas exactement, c'est pas très important, mais ça existe, c'est un animal domestique. C'est pas du tout un animal sauvage. Donc, qui dit domestique, ça veut dire que c'est un animal qui est élevé depuis la nuit des temps, on se souvient plus, par l'homme, pour sa viande, son lait, son utilisation domestique. Et c'est vraiment un animal du futur puisque on peut quasiment l'élever partout, y compris dans les zones désertiques, parce qu'à l'origine, c'est pas forcément un animal du désert. C'est l'homme qui l'a ramené dans le désert parce que c'est un animal à réserve, à bosse, et on peut donc l'élever dans le désert. Mais c'est plutôt un animal des zones semi-arides, semi-désertiques, mais pas désertiques totalement. Sur ce, Thibaut, je parle toujours de trop et j'en ai oublié ta question. Est-ce que tu peux me la répéter? oui,
je disais, là, j'allais dire aussi, les dromadaires, on les retrouve aussi dans le cirque. Je sais que le cirque aussi Tout à les a fait. popularisés. Et je disais, oui, en fait, la question, c'était comment t'en es venu au dromadaire? Pourquoi D'accord. t'es venu au dromadaire? Oui, je te remercie. Donc, j'en suis venu un peu par. J'allais à un café. En fait, bon, maintenant, je suis dans le Nord, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, mais à l'origine, j'étais plutôt de la Touraine, du Poitou-Touraine. Et j'ai eu un café pendant 20 ans, de mes 22 à 42 ans. Et ce café, ça s'appelait le Relax Bar, c'était à Poitiers. Et au bout de 10 ans, 11 ans, donc dans les années 2003, j'ai eu la chance de voir une interview à la télé de François Bray, des Camélomanes. Euh, alors quelqu'un, si tu, quelqu'un interviewé à un moment donné, qui a, qui était un passionné du dromadaire et qui avait créé une équipe de France de jockey de dromadaire en Tunisie, au marathon de dromadaire de Tunisie. D'ailleurs, là, je remonte une équipe de France et une équipe d'Europe de jockey de dromadaire pour l'édition de décembre 2023. Donc là, avis aux amateurs, s'il y a des cavaliers, etc., n'hésitez pas à me contacter. Et là, on fait une formation. Voilà. Donc ça, il faut quand même savoir rester une dizaine de jours. Ça coûte un petit peu d'argent, mais voilà, il y a des possibilités. Et donc, ça a commencé comme ça. Il a passé une annonce. C'était à la télévision. J'ai tout de suite vu que ça pouvait m'intéresser. Je ne sais pas pourquoi. Je faisais du cheval. J'avais envie. Si j'ai toujours voulu monter à dromadaire. Et puis, je lui ai téléphoné. Je suis allé à Paris. J'ai rencontré sa femme. Ça s'appelait donc l'association Camélomane. Et puis, et ben voilà, ça a matché. Et puis j'y suis allé. J'ai passé 2 semaines d'entraînement là-bas dans le désert. Et puis j'ai fait une course, un marathon de 42 km. Et j'ai terminé 13e, il me semble. Euh, donc sur 42. Donc c'était, bon, j'avais fait une jolie prestation quand même. Ça m'a plu. Et puis les années suivantes, j'y suis retourné, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008. J'ai monté une équipe de France de jockey, l'association, avec l'association Dromas. Et puis, ça m'a amené à un moment donné, j'avais toujours ce café. J'ai commencé à avoir 2 dromadaires. J'ai commencé à aller voir un des plus grands élevages de l'époque sur Bordeaux, Cadeaujac. Et je lui ai dit, voilà, moi je fais du dromadaire, je peux prendre des dromadaires en éducation chez moi. J'ai une petite ferme, un peu de terrain, parce que je louais une maison avec du terrain. Et puis ça a commencé comme ça, voilà, j'ai commencé à faire des courses, j'ai commencé à faire des animations, j'avais toujours ce café. Et puis à un moment donné, en 2011, eh ben, j'ai vendu ce café. Et puis j'ai vendu ce café. Et étant en fait aussi, j'ai divorcé. Et puis j'ai rencontré quelqu'un dans le nord de la France. C'est pour ça que je suis monté dans ce nord. Et je suis monté avec les dromadaires que j'avais achetés. Voilà. Et l'histoire a commencé comme ça sur l'activité dromadaire Picardie. Ok. Mais aujourd'hui, tu as combien de dromadaires actuellement chez toi? J'en ai une dizaine. J'en ai D'accord. une dizaine parce que malheureusement, là, j'en avais 10, j'en ai 15 à la maison en fait, mais il y en a 5 qui sont pas à moi, qui sont à un ami belge qui va bientôt partir en Belgique, qui a appris chez moi. On a acheté les dromadaires, on a éduqué les dromadaires et, euh, et lui va faire un peu la même chose que ce que je fais ici, mais en Belgique. Voilà, c'était un peu l'idée. Et puis, donc, mais on va revenir à un élevage un peu plus, enfin, un élevage, un nombre d'animaux beaucoup plus réduit. Bah, pour moi, c'est plus facile aussi, et faut pas oublier que c'est des animaux, la majeure partie des animaux que j'ai, bah, je les monte, je les éduque. Donc, je peux pas, je travaille tout seul, je peux pas avoir 50 animaux, c'est pas possible. Et puis, donc moi, c'est vraiment de la présentation d'animaux, c'est vraiment de la démonstration avec des animaux. Je vais les monter comme des chevaux. Donc c'est vrai, il y a vraiment un travail avec les animaux. Voilà. Je fais un petit peu Oui, bien d'élevage, sûr. mais j'ai un petit tous les ans à peu près. C'est pas j'ai 4 femelles, mais 3 femelles qui sont matures pour avoir des petits, et je cherche pas à avoir plus d'un ou 2 petits par an, on va dire. Ok, Voilà. d'accord. Et tu parlais justement de cette course dans laquelle tu as fini 13e. Historiquement, tu étais le premier Français à avoir participé Pas du à tout. des courses ou il y en a eu avant? Non, 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 j'ai pas été. J'ai sans doute été. Non, j'ai pas été le premier Français du tout à avoir participé. Le premier Français, ça a été François Bray. Enfin, on va dire de notre génération, des années 90 à maintenant, puisque avant il y a eu quand même des compagnies Méharis. Il ne faut pas oublier que cette course aussi en Tunisie, dans le sud tunisien, donc à 12, elle a été créée par des Français, par l'armée française
en D'accord. 1912. Donc avant, donc, comme je disais, il y avait l'armée française, donc il y avait des Français qui montaient. Euh, mais bon, dans l'histoire, et après, une fois qu'il y a eu, on va dire, les révolutions arabes et puis les colonies, la décolonisation, eh bien, les armées méharistes n'avaient plus lieu d'être. Donc, elles existent encore, mais elles existent en tant que Tunisiens, par exemple. L'armée méhariste tunisienne existe, l'armée algérienne méhariste existe encore, etc. Nigérienne, Mali, malienne. On va dire qu'il y a eu deux grandes lignées méharistes. Méharistes, c'est vraiment il y a une notion militaire, donc c'était vraiment l'armée méhariste anglaise et l'armée méhariste française. Et puis chaque pays, on va dire, qui avait une zone de désert, euh, c'est vrai que pour gérer les frontières, gérer le désert, ils ont compris que effectivement c'était intéressant de travailler avec des dromadaires. Ouais. Voilà. Donc ça a continué. Oui, Voilà. le dromadaire est plus habitué sur Et ce il passe terrain-là que partout. le cheval, quoi. Mm. Oui, et puis il faut pas oublier aussi, bon, il fait pas toujours très chaud, mais le dromadaire, c'est déjà il passe partout, il est silencieux, euh, donc ça veut dire il laisse peu de traces, euh, et c'est vrai que même il passe mieux que des véhicules à des moments donnés. S'il est utilisé, c'est que on peut, on peut vraiment mieux garder qu'avec des véhicules. Maintenant, le véhicule est aussi utilisé, bien évidemment, depuis la nuit des temps. Non, pas depuis la nuit des Et, temps, depuis longtemps. et d'ailleurs, le dromadaire a un grand atout, et le chameau aussi, c'est que bah, le dromadaire a une bosse. Si tu pouvais expliquer l'utilisation de... À quoi lui sert cette Alors, bosse? Parce que les à gens quoi sert la s'imaginent bosse? beaucoup de choses, mais... Oui, bien sûr. Alors, oui, parce que quand la bosse, en fait, ou les deux bosses, c'est des réserves énergétiques. Donc, on voit souvent sur Internet que la bosse, il y a de l'eau dans la bosse, mais pas du tout. C'est des réserves de graisse vitaminées, en fait. Pourquoi et comment ça marche? Eh bien, c'est simple. Enfin, c'est simple. C'est pas le seul animal déjà à avoir de la graisse dans le dos. Il y a les vaches, le zébu, par exemple. Euh, mais bien. le zébu, c'est un animal à graisse, donc ça fonctionne de la même façon. Donc, c'est souvent des animaux qui vivent dans des zones désertiques, semi-désertiques. Et ces animaux, en fait, ont à des moments donnés une nourriture qui est liée, riche ou pauvre, mais qui est liée au taux d'hydratation, au taux d'eau, d'humidité. Donc, évidemment, dans les zones arides, il pleut pas ou très peu. Et donc, les plantes, elles vivent avec de l'eau. Donc, on va se retrouver, mais il pleut quand même. Il va pleuvoir 2 jours, 3 jours, un mois dans l'année, 2 mois dans l'année, d'accord? Enfin, 2 mois, quelques jours en hiver, par exemple, dans l'année. Mais ça va suffire. En fait, il y a des graines dans le sol, et dans ces déserts, en fait, et même dans le désert, il reverdit, mais il reverdit d'une façon passagère. Et donc, les animaux, donc l'hiver, enfin, le désert a donc des graines dans son sol, puisque ces plantes, il a donc des plantes passagères, éphémères. Et on va dire que le désert, tout le long de l'année, il y a à peu près une vingtaine d'espèces qui survivent, même avec un manque d'eau ou avec peu d'eau. Mais on va passer de 20 à une centaine d'espèces d'herbes ou de plantes selon la période. Par exemple, si c'est l'hiver, il va pleuvoir et les graines vont repousser et il y a donc des plantes éphémères qui vont naître. L'animal, le dromadaire, va donc manger ces plantes éphémères. Donc, il va manger ces 80 plantes qui vont pas tenir, qui vont rester, qui vont vivre une semaine, 2 semaines, 3 semaines, un mois, 3 mois. Il les mange et il va donc accumuler des vitamines dans sa bosse. Donc, c'est de la graisse vitaminée. Et le reste de l'année, il va donc avoir besoin de manger des fibres, mais il va revenir reprendre les graisses vitaminées. Donc la bosse, elle fluctue, elle n'est pas toujours importante. Elle est basse ou elle est haute. Et d'ailleurs, pour revenir au méhariste, à l'armée méhariste, en 1870 ou 1800, je ne connais plus trop exactement les colonies algériennes ou tunisiennes ou marocaine, par exemple. Mais à l'époque, quand on a monté les militaires français, quand ils ont monté donc, ces compagnies, chaque méhariste avait un seul dromadaire. Et puis d'un seul coup, tous les dromadaires sont morts.
Pourquoi? Parce que les Français, ils faisaient travailler tous les jours leurs dromadaires. Mais les dromadaires, donc, ils n'allaient pas paître l'hiver dans le désert. Et donc, ils n'avaient pas de repos. Donc, le dromadaire, c'est un animal très résistant, mais s'il ne se repose pas, s'il ne refait pas sa bosse à un certain moment de l'hiver, bah, il devient très fragile parce qu'il a besoin de reconstituer une bosse. Donc, à un moment donné, tous leurs dromadaires sont morts. Ils se sont dit, l'armée française s'est dit, ah ben non, on ne peut pas continuer comme ça. Donc, ils ont pris, chaque méhariste avait donc 2 dromadaires. Un dromadaire se reposant pendant que l'autre allait travailler. Donc, tous les 15 jours, ils changeaient, ce qui permettait que le dromadaire l'hiver puisse manger et reformer sa bosse. Je ne sais pas, je ne vais peut-être pas délirer sur la bosse pendant 3 ans, mais voilà, pour expliquer. C'est pas facile à expliquer, je ne suis pas un scientifique, donc j'explique pas forcément toujours très bien. Non, mais je pense que ça a été clair. Et d'ailleurs, j'imagine que c'est la même chose pour le chameau. Lui, il y en a deux et Oui, c'est le même alors, fonctionnement. oui, moi je l'analyserai. Alors, bon, ça, c'est pas scientifique, c'est mon analyse à moi, donc à reprendre, il n'y a pas de. Peut-être que des scientifiques ou des gens plus expérimentés que moi le liront, parce que moi je suis moins connaisseur sur le chameau. Mais je pense que c'est plus dur de vivre. En fait, pour expliquer, le dromadaire vit dans les zones sahariennes, ou pas que sahariennes, Moyen-Orient, l'Inde, mais dans les zones chaudes. Il fait un petit peu froid l'hiver, mais ça dure 2-3 mois, mais c'est vraiment les zones chaudes. Donc il peut faire 50, 60 degrés l'été, sur les périodes les plus chaudes, donc la journée. Et le chameau de Bactriane, lui, vit dans les zones froides. Il peut faire très chaud l'été aussi, pareil, peut-être 50, mais en tout cas l'hiver, il peut faire moins 40, moins 50. D'accord? Oui, bah, désert de Gobi, par exemple. Exactement. Donc, c'est pas du tout le cas du dromadaire. Et pour survivre dans les zones très froides, là, par contre, il n'y a plus rien dans les zones froides. Il y a peut-être du lichen, on est d'accord, de l'herbe sous les glaçons, mais il y a très peu de choses en nourriture. Donc évidemment, c'est des animaux d'élevage, donc les éleveurs coupent du foin, font des choses. Mais voilà, ils ont, à mon avis, ils mangent pas toujours à leur faim. Et donc le dromadaire a donc 2 bosses, 2 réserves, parce que c'est beaucoup plus dur de survivre. Le chameau, pardon, le chameau de Bactriane a 2 réserves parce que c'est beaucoup plus difficile de survivre l'hiver dans un désert froid que de survivre dans un désert chaud. Voilà, voilà pourquoi. Enfin, voilà pourquoi. Je pense que c'est la raison. Voilà. Après, à demander à un scientifique. Je lui ai pas demandé réellement. Voilà. Non, mais très, très bien, je trouve que c'est très bien expliqué. Et d'ailleurs, donc tu as parlé d'activités que tu faisais avec tes dromadaires. Si tu pouvais citer les autres débouchés qu'il peut avoir avec ce type d'élevage. Oui, bon, moi je travaille plutôt sur, effectivement, comme je l'ai dit tout à l'heure, du tourisme. Donc je reçois des gens, je fais visiter ma région avec mes dromadaires, je fais visiter la vallée de l'Oise, je fais de la formation, je peux faire aussi des saillies avec mes dromadaires puisque j'ai des mâles, etc. Ça, c'est ma partie à moi, on va dire. Mais il y a d'autres gens, en France, il n'y en a pas beaucoup, mais il y a une autre activité qui se développe. Mais alors ça demande, de mémoire, doit y avoir 4 personnes qui commencent à travailler, dont 2 qui sont peut-être 3 qui sont un peu plus gros, dont un plus grand, c'est qui développe le lait de chamel. Donc il y a Julien Job, la camellerie, qui se trouve pas très loin de chez moi, à Fény. On a aussi Christelle Deroche, qui se trouve dans le plateau du Larzac. On a, donc ça, c'est des gens qui commencent à travailler le lait de chamel. On a aussi un autre éleveur aussi dans le sud, pas très loin du plateau du Larzac, mais je vous dirai pas exactement où, je me rappelle plus de son nom. Eux, ils ont à peu près aussi une 50aine de dromadaires ou de chameaux. Et puis, on a quoi encore? Et puis, on a aussi un éleveur près de Tours qui commence à faire ça, mais qui doit avoir 4 ou 5 chamelles. Donc, lui, il le fait d'une façon plus petite, on va dire. Mais en tout cas, il est en train d'agrandir son projet. Et peut-être d'autres personnes que je connais pas, mais voilà. Donc là, il y a un début d'activité. Le lait a été autorisé, la production de lait pasteurisé dans une ferme a été autorisée, mais bon, ça reste quand même très anecdotique dans le sens où en Europe, ça existe aussi. Le plus gros élevage se trouve en Hollande, chez Schmidt.
Eux, par contre, ça fait depuis très longtemps, et c'est pour ça d'ailleurs que ça a été autorisé par l'agriculture française, pardon, le ministère, puisque c'était autorisé d'une façon européenne. Mais les Hollandais sont en train de revenir en arrière sur cette partie-lait et d'interdire la partie hollandaise en lait. Bon, mais ça, on ne sait pas trop Ah oui, pourquoi. d'accord. Bon, passons. En tout cas, en France, ça commence à se développer, mais ça risque quand même d'être freiné dans le sens où il y a peu de chamelles à vendre. Euh, donc, je pense que ça va rester d'une façon quand même. C'est une activité, mais c'est quand même anecdotique et ça, c'est un peu comme nous tous en fait. Mais ça va pas se développer d'une façon très importante euh, parce que c'est difficile de trouver des chameaux, des chamelles, des dromadaires. Euh, et qui produisent du lait en plus d'une façon correcte, dans le sens où notre race ou nos races françaises, eux, produisent entre 3, 5, 6 litres de lait par jour. Donc c'est pas, ou 10 litres peut-être pour certaines, mais c'est vraiment pas assez pour avoir une production, on va dire, conséquente vis-à-vis de l'animal et vis-à-vis de avoir quelque chose d'intéressant économiquement. Mais bon, le lait de chamelle est quand même vendu une vingtaine d'euros le litre, donc voilà, donc il y a des savons, c'est un peu la même chose qu'avec l'âne, le cheval, des savons qui se produisent. Donc il y a une petite économie artisanale qui se développe là-dessus. Voilà. Après, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre Non, après si, il y a peut-être une niche aussi. De plus en plus, les gens qui ont des parcs ou qui ont peut-être qui cherchent ou même des fermes agricoles qui cherchent à développer un peu un réseau touristique peuvent prendre un ou deux dromadaires pour faire un peu l'animal est un peu à la mode, entre guillemets. Donc, ça permet de communiquer. Et puis c'est aussi, il est à la mode et il y a aussi une relation quand même internationale importante parce qu'il est quand même très important. Il y a plus de 80 millions, je crois, de dromadaires dans le monde. Donc, il est important dans les pays sahariens, au Moyen-Orient, en Inde, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en Chine. Donc, c'est vrai qu'il y a des choses à raconter dessus. Voilà. Bon, je ne sais pas si j'ai été clair, mais voilà. Si, ça a été très clair, mais après, je pense pour le lait de chamelle, pour que ça puisse se développer en France, il faudrait que des laiteries soient intéressées de développer ça, comme il peut exister, par exemple, avec le lait de bufflone. Je sais que pour le lait de bufflone, Oui, bah pour euh, l'instant, c'est quand même, c'est plus les gens, par exemple, Julien Job, bon, je me suis pas trop intéressé au sujet, mais bon, un petit peu quand même, mais la camellerie, eux, ils ont développé, ils ont fait leur propre laiterie, hein, je crois qu'ils la sont, propre laiterie. ouais, ouais, je crois qu'ils sont vraiment, Euh, je pense que c'est vraiment du micro, ça produit pas assez. Donc, soit ils deviennent artisanales et quelque part ils distribuent leur lait en un lait de très bonne qualité et hyper original, euh, mais il y aura jamais assez de volume, en tout cas dans la décennie ou dans la vingtaine d'années qui va suivre, pour avoir des laiteries spécialisées, parce que le volume, je le connais pas, mais je pense bon, il a une soixantaine de chamelles qui doivent produire, mais je suis même pas sûr, une quarantaine de chamelles qui ont des petits et qui produisent. Donc, même s'il produisait 5 litres de lait, 4 fois 5, 20, allez, il a 200 litres au maximum de lait par jour, au maximum. Je suis même pas certain qu'il l'a. Donc, bon, après, ça me regarde pas, mais, et c'est très bien ce qu'il fait. Mais, donc, lui, il est là. Les autres qui produisent un à Tours, il a 5 chamelles. Les autres, ils en ont 20, et puis après 40 ou 50 de l'autre côté. Mais je pense que, et c'est très loin. Donc, je pense que ça ne peut être que artisanal. Je pense pas qu'il peut y avoir un développement autre. Euh, mais ça a le mérite d'exister. Et puis, peut-être qu'il va y avoir des ouvertures. Bon, je sais que bon, moi, on a monté la Fédération française des chameaux. On travaillait un peu sur le sujet. Maintenant, il y a une autre structure qui travaille sur le sujet avec le ministère. Mais euh, je sais qu'ils demandent, ils sollicitent, par exemple, avoir l'autorisation d'importer des embryons, des choses comme ça. Donc, pourquoi pas? Il faut voir. Il faut voir la suite. Mais je pense qu'en tout cas, il y en a pour 10 à 20 ans avant que ça évolue vraiment. Et encore, je dirais plus 20 ans que 10 ans. Parce que ça avance quand même lentement.
c'est pas évident. Et d'ailleurs, quels sont les bienfaits du lait de chamel, Alors contrairement au les lait de bienfaits vache? du lait de chamel, alors là, moi je suis pas un pro hein, sur le lait de chamel parce que c'est pas ma vocation ou mon intérêt. Mais bon, après dire que c'est le lait de chamel, c'est un lait qui a déjà une forte notoriété dans les pays sahariens, Moyen-Orient, donc indiens, dans les pays des autres cultures, parce qu'il soignerait de certains cancers, il soignerait de certaines maladies, etc. Il donnerait du bénéfice. Bon, ça après, c'est des. Est-ce que ça vient du lait de chamel? Est-ce que ça vient des plantes que l'animal mange? Ça, moi, j'en sais rien. Mais il y aurait des bénéfices. Euh, donc après, c'est un lait qui est soi-disant. Après, il faut vraiment aller sur les sites hein, parce que là, je vais dire des bêtises. Donc, je, c'est un lait qui est riche en vitamine A. C'est bon. Non, je préfère arrêter parce que je vais dire des bêtises. J'ai pas de connaissances précises sur le lait de chamel. Euh, mais ça a des qualités. Il n'y a pas, il y a pas de, il y a pas de problème du tout. Ça serait un lait aussi qui serait qui pourrait soigner certains, enfin en tout cas qui pourrait être bu par certains et même aider certaines personnes qui sont diabétiques, mais c'est un certain diabète, c'est pas tous les diabètes. Voilà, donc il y a des atouts. Bon, après, c'est assez facile à l'heure actuelle parce qu'il y a des sites, il suffit d'aller, par exemple, il y a le site Caméléidé qui distribue du lait de chamel, qui donne plein de vertus. Donc il faut pas hésiter à aller sur son site, Camel ID. Et là, vous aurez des choses bien plus pointues. Moi, c'est vraiment pas mon domaine. C'est vrai que le lait, moi, je me suis jamais trop intéressé sur le sujet. Voilà. Je Ok, survole très bien. cette notion, mais je ne m'intéresse pas plus que ça. Et maintenant, je voudrais savoir, quand tu dresses des jeunes dromadaires, à quel âge tu commences le dressage pour qu'ils commencent à pouvoir porter les gens, tout ça? Ah oui, d'accord. Alors déjà, déjà de toute façon, un animal, c'est important de, si on l'a jeune, c'est très bien parce que euh, c'est important qu'il s'habitue à nous, que plus on va aller, on va dire dans la gentillesse et la communication, et plus on va s'entendre avec l'animal, plus ça va être facile entre guillemets, parce que plus il y a du respect des deux côtés. Donc c'est vrai qu'il y a un rapport, il y a un rapport de positionnement, il y a un rapport euh, d'apprendre à se connaître l'un et l'autre en fait. Même si c'est un animal, l'animal il a ses peurs, vous avez vos peurs, et la peur fait que l'homme peut faire des bêtises, l'animal peut faire des bêtises, mettre des coups de pied, mordre, et puis vous vous énervez facilement et par peur éventuellement devenir brutal. Donc ça c'est primordial d'avoir une relation calme et posée et tu me fais pas mal, je te fais pas mal, mais on apprend à se respecter. Et ça, c'est déjà une base. Ça paraît bête, mais c'est important. C'est important parce que bah, on avance mieux, on éduque mieux, etc. Après, il y a une histoire de poids. Un dromadaire, donc on peut commencer à travailler pour le manipuler, à ce qu'il suive ses parents ou ses grands frères ou ses congénères. Mais s'il a par exemple 2 mois, 3 mois, 4 mois, bah, c'est possible, mais on ne pourra pas lui monter dessus. S'il a même 1 an, 2 ans, voire 3 ans, s'il est petit, c'est possible aussi, mais on ne pourra pas lui monter dessus. Par contre, à 2 ans, 3 ans, même si on ne peut pas monter, on peut mettre une selle, on peut mettre un poids dessus plus léger, c'est-à-dire, je sais pas, pour habituer l'animal déjà à avoir du matériel dessus. Euh, Habituer l'animal aussi, et puis il peut être attaché à un de ses congénères quand on va faire des balades, des choses comme ça, de façon à ce que l'animal, eh ben, il n'ait pas peur des voitures, il n'ait pas peur du bruit, il n'ait pas peur des gens qui sont autour, des enfants qui vont courir, des enfants qui vont crier. Donc tout ça, voilà, c'est donc plus l'animal va voir de choses, plus il va être en paix avec lui-même et avec les autres, tout simplement. Donc je ne sais pas si j'ai répondu aux questions, mais voilà. Et après, donc, il n'y a D'accord. pas forcément d'âge, mais on va commencer à le monter, on va dire, à partir du moment où il a un corps qui peut le faire.
Donc ça peut être à, bon, moi je dirais quand même 3 ans, oui, mais avec des jeunes, c'est-à-dire pas des jeunes, mais des cavaliers qui ont un poids léger, à partir de 4 ans. Ça me paraît être un bon âge. Mais on va dire que quand on veut vraiment, l'animal à 4 ans, il est quand même un peu foufou, donc il va commencer à se poser à 5, 6 ans, on va dire. Parce que c'est assez tardif comme animal, hein. Il est adulte vraiment à 7, 8 ans, le dromadaire. Ok. Ah ouais, d'accord. Et ça peut atteindre combien en garrot, la taille en garrot, un dromadaire? Alors, le dromadaire, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de sortes de dromadaires. C'est un peu comme les hommes, il y a des petits et des grands. Voilà, grosso modo. Vous pouvez avoir des dromadaires nains, ce que j'appelle nains, des dromadaires qui font 1,50 m au garrot, 1,40 m, un peu comme des D'accord. poneys, hein. Et Ouais, on comme peut les, ouais, avoir, les chevaux. bien sûr, et on peut avoir des dromadaires énormes, grands, comme les grands méharis blancs qu'on va monter en Tunisie, là où j'ai appris quand j'ai monté, et qui, eux, moi, j'en ai même pas ici, hein, mais qui, eux, font facilement 2,40 m au garrot. Moi, mon plus grand Ah ouais. dromadaire à l'heure actuelle, il s'appelle Chouaï, il a 17 ans, c'est mon plus vieux aussi, mais il fait 1,95 m, un truc comme ça, au garrot. Après, avec la tête, il monte à... Oui. On rajoute 1,50 m, hein. C'est la tête est énorme, en fait. Donc, enfin, le cou et la tête. Mais c'est pas des girafes non plus. Les gens ont toujours une impression que le dromadaire, c'est énorme. C'est pas si énorme que ça, en fait. C'est un grand cheval, un peu plus grand, mais par contre avec un très long cou. Et le cou, en fait, ils sont pas obligés de le mettre en hauteur. Même souvent, il n'est pas en hauteur, il est au même niveau que le corps. Mais s'il lève la tête, effectivement, c'est un peu comme nous si on lève le bras. Et c'est pour ça d'ailleurs que souvent j'explique aux gens, quand ils sont avec moi avec les chameaux, si l'animal, de lever le bras pour être à la hauteur de l'animal. Comme ça, l'animal, si à un moment donné, bah, il a envie de jouer avec vous, parce que c'est des animaux grégaires, mais des fois, ils ont envie de jouer, ils ont envie de vous pousser ou de mettre un coup de pied. Et ben, le fait de lever le bras, ça veut dire, oh, toi, tu viens pas m'embêter, grosso modo. Point, c'est tout. On va se retrouver à la même hauteur que lui. Ok. D'accord. Mais sinon, je sais qu'il existe différents types de montes sur un dromadaire. J'aimerais que tu nous Mmh. expliques lesquels c'est. Tu t'es renseigné quand même, hein, Thibault, hein. Tu fais pas ça à moitié, hein. Non, oui, parce que en fait, on a déjà, je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a quand même euh, plusieurs pays et plusieurs continents qui élèvent et qui ont utilisé le dromadaire. Le dromadaire, il est vraiment, je pense que c'est dans les zones du Moyen-Orient, peut-être d'Afrique au niveau du Tchad, les berceaux du dromadaire, peut-être l'Inde, mais vraiment le Soudan, le Pakistan, le Soudan, le Moyen-Orient, ça c'est vraiment la zone berceau. Et puis en l'an 2000, il est remonté un petit peu sur la zone saharienne. Donc saharienne, c'est Maroc, Mauritanie, Algérie, Tunisie, peut-être Libye. Libye, ça doit être un peu plus vieux. Donc, passons. Alors, donc, ce que je voulais expliquer, c'est que dans tous ces pays-là, les gens ont donc découvert le dromadaire. Et chaque pays s'est un peu adapté face à ses traditions, son utilisation, et ont monté l'animal de façon différente. Et donc, on peut monter l'animal, soit ils s'en servaient plus pour bâter, parce que ça leur permettait de porter du poids sur l'animal. Il y a très peu de traction animale, par exemple, dans le Sahara, au Moyen-Orient. En Inde, on le retrouve, la traction animale. Mais, et donc, ou alors on pouvait les utiliser comme en Inde et monter sur la bosse, parce que aussi dans le désert, ils n'ont pas des énormes bosses, donc c'est possible de monter sur la bosse. Ou alors, comme dans le milieu mort, Niger, Mali, Algérie, où là on utilise la selle Touareg, on va monter devant la bosse. Donc, 3 façons de monter le dromadaire. Après, chaque pays va donc aussi avoir des selles et du matériel différent. Par exemple, les Touaregs vont avoir des selles, ce qu'on appelle la rala, avec une croix devant et un dossier
un dossier triangle. Et on met le pied sur l'animal, ça c'est l'Arala. Mais une selle qui est proche aussi, mais qui est complètement différente, c'est la selle mort mauritanienne, ou la selle marocaine sur le côté de Darla, mais c'est les morts et c'est les Mauritaniens aussi. Et ça, on a vraiment une selle mauritanienne qui est à peu près basée pareil, mais qui est beaucoup plus arrondie. On est sur un bateau, on a aussi le pied et le cou un peu moins sur l'animal, mais c'est à peu près les deux types de selles où on est devant, les deux grands types. Et après, on a des selles, par exemple, la selle qui se place sur la bosse, ça c'est plus la selle égyptienne, la selle jordanienne. Donc ces pays, Irak, Iran, Irak, je sais pas. Qu'est-ce que je voulais dire bon, passons. Et ça, c'est des selles où on se met vraiment devant et des selles où on va se mettre plus sur l'arrière, type. Alors ça, c'est plus le Moyen-Orient. Le Moyen-Orient, c'est-à-dire le Koweït, Dubaï, toutes ces selles-là, on est vraiment assis derrière la bosse. D'accord. Bon, après, on peut retrouver ce que je vous ai expliqué, on peut retrouver dans d'autres pays des utilisations différentes. Et donc, après, chaque pays va donc avoir une selle un petit peu différente, l'avoir aménagée différemment, voilà, ou montée différemment aussi. Il y en a. Moi, j'ai voulu faire une course au Tchad, je pense, il y a une dizaine d'années. Devant le président de la République du Tchad, là, mais heureusement que je ne l'ai pas faite parce que je crois que je serais mort. Les gars, ils montaient quasiment accrus sur des dromadaires. Non, il y a Ah ouais. vraiment des gens qui ont un niveau, puis ils étaient à 40 km/h. Je veux dire, ça, 40 km/h encore, ça, j'aurais pu avec une selle à l'arrière, mais là, c'était pour moi, c'était un. Non, je serais mort, là. Ils étaient. Non, non, ils sont vraiment super bons. Il y a vraiment une culture ancestrale. Bah, il y a pas, voilà, une culture ancestrale, c'est une culture ancestrale. Hein. Ça fait depuis la nuit des temps que les gens y montent. Euh, Ils sont nés dessus, donc même si les générations se succèdent, les gamins, ils commencent à monter à 2 ans, à 3 ans. Moi, j'ai vu, là, c'est pas au Tchad, mais en Égypte, dans le Sinaï, près de la Palestine, là, j'ai vu un enfant, à un moment donné, on est invité dans le désert et il y a un enfant, il y a le père qui dit à l'enfant, allez, va, bon, en arabe, bon, je suppose, en égyptien, mais il lui dit, va chercher à manger. Le gamin, il a 3 ans, donc il va faire des courses, je sais pas où. Il prend son chameau, qui est un grand chameau, et il va faire les courses, tu vois. Et Ouais, il le gamin, dirige ça comme il si a c'était. 3 ans. Non, mais je plaisante pas, 3, 4 ans. Ouais. Et il monte le chameau comme toi tu le montes. Enfin, et encore comme moi je le monte. Mais non, mieux que moi je le monte. Non, c'était incroyable. Non, il y a un savoir-faire. Il y a un savoir-faire. Après, peut-être que c'est un peu plus traditionnel, c'est un peu plus brutal, c'est un peu plus dur. Mais comme notre monde agricole pouvait être dur à une période donnée, il n'y a pas si longtemps que ça Tout à que, fait. il n'y a pas si longtemps que ça qu'on castre plus avec des pinces. Euh, L'animal, ça fait une trentaine d'années à la limite qu'on commence à faire, et encore, qu'on commence à faire beaucoup plus attention, et c'est une très belle chose. Euh, mais oui, le monde musulman, le monde arabe, pas musulman arabe, parce que, enfin non, le monde, parce qu'il n'y a pas que ce monde-là, est peut-être un peu plus dur, mais comme nous, on a été dur, ouais. Mais ça commence à changer quand même, un petit peu. Il y a des gens qui font attention à ça. Ok. Mais sinon, toi, quel est le type de monde que tu préfères, toi, justement? Où tu es le plus à l'aise? Bah, moi, alors sur la bosse, je suis pas du tout à l'aise, mais j'ai peut-être moins d'expérience. Donc la monte égyptienne, jordanienne, tout ça, je suis pas trop à l'aise. La ralla, avec des animaux bien éduqués, bon, mais ça, moi, j'ai pas, qui sont bien appris. C'est vrai que j'aime bien. Donc ça, c'est ce que j'ai fait, c'est ce que je vais refaire. Bon, par contre, c'est un peu difficile au départ de monter dessus, mais une fois qu'on est dessus et qu'on a bien acquéri cette notion de selle, ce pied devant, ça, c'est vraiment super. Donc j'aime beaucoup cette monte. Donc ça, c'est la monte que je veux redécouvrir là,
bon, dernière course que j'ai fait, c'était en 2018, donc j'ai pris un petit coup de vieux, donc je sais pas ce que ça va donner, mais bon, surtout qu'il va y avoir beaucoup de jeunes. Mais bon, l'idée c'est de participer, hein, c'est pas de. Après, chez moi, j'ai plus la montre du Moyen-Orient, donc type Abu Dhabi, Dubaï, tout ça. Donc une selle à l'arrière. Ça, j'aime bien. Mais si j'ai adopté cette selle-là, c'est que ça me permettait de faire des selles, c'est des selles en tissu. Euh, Ça me permettait de les faire moi-même. Et pour moi, c'était vraiment très accessible. Et en plus, c'est une montre où on est un peu comme un cheval, on monte à l'arrière, mais on enjambe, on a nos deux mollets, deux cuisses, ils sont sur les côtés. Et donc, c'est quelque chose de beaucoup plus adaptable et qui ressemble un peu à la montre du cheval. Donc, pour faire monter des gens rapidement sur les dromadaires, quand on fait des visites d'une heure ou de 2 heures, c'est quand même beaucoup plus accessible. Donc, à la fois, pour moi, c'était plus facile de faire le matériel, mais à la fois, c'était plus facile aussi d'apprendre aux gens d'une façon rapide, en fait. Donc, voilà. Donc, j'aime bien le monte arrière et monte devant, en fait. Mais le monte au milieu, c'est pas que j'aime pas, c'est que je j'ai pas l'habitude, en fait. J'ai pas pris l'habitude de le faire. Donc ça, il faudrait que je prenne l'habitude. Peut-être que j'aurais plus le temps maintenant, j'en sais rien. J'ai pas eu cette expérience-là, voilà, vraiment. Parce que D'accord. Et ça demande une expérience de dressage différent, en fait, et de matériel différent qui s'adapte. Et nous, en France, on a des chameaux qui ont quand même des grosses bosses, on a des chameaux qui sont bien plus gras. Et donc, le matériel qu'on peut acheter dans les pays qui vont donc les faire va pas forcément s'adapter à nos chameaux gras, puisque leurs chameaux, ils sont beaucoup plus minces, entre guillemets. oui, plus affûté, on Voilà, et va comme dire. moi, j'ai pas vraiment, je l'ai fait 2 fois, mais je l'ai fait d'une façon en Égypte notamment et en Jordanie, mais je l'ai fait quand même d'une façon très rapide. J'ai pas vraiment pris l'habitude. Voilà. Ok. Et je sais qu'il existe un croisement entre le chameau de Bactriane et le dromadaire. J'aimerais que tu nous dises comment s'appelle ce croisement, parce que je crois que savoir qu'il y en a qui utilisent ce type En fait, il y a d'animaux croisés. plusieurs noms, hein. C'est des hybrides. Le nom scientifique, c'est plutôt des hybrides. Alors, ça peut s'appeler des Toulous, ça peut s'appeler, ça peut s'appeler quoi? Des Turcomistan ou des Turcs. Tu as le nom ou pas? Tu peux m'aider? Des Non? turcmans, des trucs comme Ouais, ça? des Turkmans, Turkmans, ouais. c'est pas ça? Je sais plus exactement, mais quelque chose comme ça. Donc ça a vraiment plusieurs types de noms en fait, hein. Et puis ça a des noms différents. Moi, je suis pas trop non plus amateur, mais alors les gens qui sont vraiment spécialisés dans ces échanges, c'est plutôt les Turcs, et tout simplement parce qu'ils sont à la liaison des deux mondes. Euh, Hmm. et donc dans cette liaison des deux mondes, eh ben ils ont fait donc des échanges où ça se faisait naturellement, tout simplement, hein. Comme il y avait des dromadaires et des chameaux. Après, ils se sont rendus compte que c'était aussi des races plus fortes, où ils font beaucoup de combats, donc ça faisait des races. Et puis aussi, ils font du lait de chamelle aussi beaucoup, et de la viande, parce que c'est surtout leur partie, donc plutôt de l'élevage. Et bon, c'était peut-être un peu plus riche en viande, et en lait aussi, je crois que ça produit plus. Parce que D'accord. les animaux peuvent se reproduire jusqu'à la quatrième ou cinquième génération. Donc, Ah ouais, ce d'accord. n'est pas un problème de faire des mélanges. Tu as aussi des animaux qui sont plus résistants. Euh, Hmm. donc, c'est pour ça que ces peuples-là, en faisant du lait et de la viande, bah, quelque part, c'était facile. Et puis, les éleveurs, à la limite, ils avaient un mâle chameau ou un mâle dromadaire. Ils avaient 5, 6 chamelles bactrianes et 5, 6 dromadaires. Ça marchait. Voilà. Donc, je pense que c'est pour ça que ça s'est un peu créé, ces races. Et puis après, ça a continué, comme c'est des animaux qui se reproduisent entre eux, puisque à l'origine, c'est la même race, de toute façon, le dromadaire. Ça vient d'un même animal préhistorique. Euh, donc, au bout du compte, bah, même en France, en Europe, dans les cirques, dans les zoos, bah, des fois, on avait un dromadaire et puis un chameau. Bah, voilà, il n'y avait qu'un mâle, on ne se prenait pas la tête. Il y avait donc cet animal. Après, moi, j'en ai éduqué. C'est des animaux qui peuvent être sympas aussi, hein. Il y a un garçon là qui fait
qui s'appelle Franck, avec Dino, qui fait du ramassage de déchets là, près de Bordeaux, euh, dans les Landes, et qui utilise justement des Turkménistan, oh non, alors des Toulous, des hybrides. Et ça reste un animal sympa, il se dépatouille bien avec, voilà. Donc, Oui, même en France, c'est et c'est utilisé. et c'est une bosse bien plus grosse que celle d'un dromadaire, de ce que j'ai vu. Euh, c'est une bosse, ça dépend. En fait, tu peux avoir donc, en fait, tu as plusieurs types de. Ça peut être deux bosses pointues, une bosse pointue, ça peut être une grosse bosse, ça peut être une toute petite bosse. En fait, l'animal va. Déjà, il y a des générations différentes, ouais, mais l'animal peut se présenter, il peut ressembler plus à un chameau ou ressembler plus Ouais. à un dromadaire, il peut ressembler à un truc qui ressemble pas du tout à un chameau et un dromadaire. Enfin voilà, Mm. c'est vraiment, c'est pas régulier. On n'a jamais le même animal en fait. Ok, très bien. Et j'aimerais que tu nous parles, tu nous as parlé de ta fédération. Tu développes des courses, donc j'aimerais que tu nous parles de ce qui existe avec les courses, tout ça. Alors, oui, je fais plutôt des exhibitions courses. Pendant une dizaine d'années, alors c'était avec l'association Dremas que j'ai créée, euh, qui est toujours basée à Poitiers, qui est une équipe de jockey de dromadaire. À l'époque, on a fait l'équipe de France de jockey de dromadaire. Et pendant 10 ans, jusqu'au Covid, on a travaillé un championnat de France et une Coupe de France de course de dromadaire. Bon, malheureusement, on a essayé ça a pas pris ça a pris un peu sur les hippodromes, mais ça n'a pas pris au niveau des éleveurs ou des Français, bah, parce qu'il y avait peut-être pas d'économie tout simplement. Euh, mais on faisait ça sur les hippodromes de France. Et malheureusement, il y a eu le Covid et on n'a pas réussi à perdurer l'opération. Donc maintenant, on avait donc moins d'animaux dressés, moins de cavaliers. Donc on est vraiment en reconstruction au niveau des cavaliers parce que les cavaliers avaient vieilli, etc. Une cavalière. Et donc là, on travaille plus sur des exhibitions pour l'instant. On reprend donc la base. Et là, on a fait par exemple l'année dernière, on a repris l'année dernière, non, cette année, pardon, en France, je parle. Et on a fait par exemple une exhibition course sur l'hippodrome de Montluçon, où il y avait plus de 5000 personnes, avec l'Office de tourisme de Mauritanie, etc. Donc on a présenté ça. Et d'ailleurs, on espère travailler avec eux prochainement sur un projet aussi. Et on a travaillé avec l'hippodrome de la Baule de Pornichet. On a fait une exhibition, une très belle exhibition avec deux jockeys deux jockeys professionnels en fait, euh, et avec deux femelles à moi. Et là, c'était une très belle course. Il y a encore des images. Il faut vraiment taper course de dromadaire Pornichet. Il y a des belles images qui restent en vidéo par les journaux. Donc voilà, donc ça c'était là. Donc vous voyez, on peut pas dire qu'on fait vraiment beaucoup de courses. Après, après donc là je relance avec la Fédération française et avec Écroix la partie tunisienne. Donc je vous ai parlé tout à l'heure. Parce que personnellement j'ai appris là-bas, parce que je pense que les Tunisiens le méritent aussi, parce que c'est une belle chose, c'est une belle histoire aussi que François Bray avait relancée. Et, et on relance cette partie parce que je pense aussi qu'en termes de français, il y a toute une histoire. On a besoin aussi de, de faire perdurer cette histoire. Et puis, c'est aussi un, un échange où nous, Français, on peut apprendre de nos amis tunisiens et de cette expérience course. Donc voilà pourquoi moi, c'est quelque chose. En tout cas, moi, j'ai commencé mon expérience avec les dromadaires grâce à cette relation tunisienne. Et j'aimerais bien quelque part que cette expérience serve. Elle a servi déjà, hein, parce qu'il y a déjà eu
vis-à-vis de cette expérience que j'ai faite avec Dremas, on a quand même eu après des associations qui ont déjà fait leur nom, hein, comme par exemple l'association Dremas City, l'association Dremas Sud aussi, avec Cécile Lemeur et sa fille Coralie Lemeur. Donc eux, ils sont partis de notre association et aussi des courses ou de cette expérience avec la Tunisie. Donc voilà, je pense que ça nous a vraiment aidés et que c'est important que ça dure. Et puis des relations comme ça, c'est super plaisant. Et puis on est dans un monde d'ouverture, de plus en plus, par exemple à Dubaï, il y a des courses de dromadaires avec des Européens. Il y a vraiment, donc l'univers dromadaire commence à apparaître un peu partout dans le monde. Les courses de dromadaires commencent à peu apparaître. Donc moi, je trouve qu'on a vraiment intérêt à, à se montrer, même si on n'est pas d'un grand niveau, mais à montrer qu'on a aussi des gens qui s'intéressent au dromadaire. Voilà. En France ou en Europe, pour l'instant, je pense qu'il n'y aura pas un avenir hyper important, mais il peut y avoir un avenir d'existence et puis il peut y avoir des objectifs et aller dans un certain plaisir à participer et à échanger avec d'autres pays sur le thème du dromadaire. Le dromadaire, c'est pour moi un animal d'avenir et le sport avec les dromadaires sont un animal d'avenir. Oui, bien sûr. D'ailleurs, quand il y a eu la Coupe du Monde de foot au Qatar, en même temps, je sais qu'il y avait eu des journalistes qui avaient fait des reportages sur les courses de dromadaires parce que c'est très prisé là-bas. Et j'ai pu voir que ils n'utilisaient pas des jockeys, ils utilisaient des robots avec une cravache pour les faire avancer. Si Ouais. tu pouvais expliquer leur méthode. Alors, en fait, les courses de dromadaires au Moyen-Orient alors c'est vrai et pas vrai parce que bon, depuis 25 ans, depuis les années 2000, ont changé. Avant, c'était des enfants ou des jockeys de poids très très léger en fait, parce qu'on voulait que les dromadaires couraient entre 2 et 10 km, 2 et 8 km, on va dire. Mais ils couraient à une vitesse assez impressionnante on va dire, de 40 km/h de moyenne sur ces distances, selon les âges. Donc c'est assez impressionnant parce que courir même 6 km ou 8 km à 40 km/h de moyenne, les chevaux ne le font pas. Hein. Enfin, je parle sur une distance pareille. Les chevaux ne le font pas. Donc, mais par contre, c'est vrai qu'ils le font avec des poids très légers. Et donc, pour gagner, ils mettaient des enfants de plus en plus jeunes. Et donc ça, il y a eu une tollée internationale, ça a été interdit. Donc dans les années 2000, les gouvernements de chaque pays du Moyen-Orient ont appelé les fédérations à trouver une solution pour arrêter d'utiliser les enfants. Sinon, parce qu'il y avait trop de problèmes internationaux. Ce qui était logique aussi. Hein. Ils faisaient, c'est vrai, c'était pas terrible ce qu'ils faisaient. Et donc, ils ont... D'ailleurs, on a fait la promotion avec mon ami... donc, c'est une société suisse qui a inventé le premier robot jockey. Donc, on a fait en 2003 cette promotion en Suisse sur une course à Lausanne. Donc, la société Katim, ça s'appelait à l'époque, a fait sa promotion, mais c'était un robot qui coûtait 10 000 francs suisses. Je ne sais pas si vous voyez le truc. Donc, eux, ils avaient quand même des milliers de courses par... Donc, ils rêvaient un peu. Donc ils ont apporté ça, Katim a apporté ça, a fait cette promotion avec nous. Moi, j'étais un des premiers avec les Suisses à présenter ça. Ils ont importé ça après dans les pays du Moyen-Orient. Ça a fait un succès, sauf que les pays du Golfe, ils ont vite compris que c'était pas la peine d'investir 10 000 euros, donc, ou 10 000 francs suisses. Ils ont pris en fait, qu'est-ce que c'est le robot? C'est une perceuse télécommandée, c'est-à-dire avec un haut-parleur et avec une télécommande qui permet effectivement, on ajuste sur le bout de la perceuse, alors on lui met une petite tête de personne sur la perceuse parce qu'on la découpe, etc. Et puis là où on met pas l'écrou, mais la partie visseuse, en fait, pour faire les trous, là, on va mettre une cravache et elle est positionnée de telle façon à ce qu'elle puisse être actionnée à certains moments ou ne pas l'être. Et après, les entraînements se font avec un son, c'est-à-dire qu'il y a toujours un chamelier qui va monter un chameau et à ce chameau, il va y avoir plusieurs chameaux attachés les uns avec les autres
Et le chamelier qui va entraîner va toujours parler avec des sons. Allez, en arabe, mais il va parler en arabe ou en indien, et il va dire, allez, vas-y, avance, cours. Non. Et le jour de la course, le chamelier disparaît. On met des robots jockeys sur les selles des dromadaires. On met un talkie-walkie et il y a des voitures avec d'autres chameliers, mais qui sont plus sur le chameau, qui sont sur les voitures autour et qui crient des ordres et qui éventuellement actionnent de temps en temps la cravache. Ils ne peuvent pas l'actionner toute la course. Ils l'actionnent sur la fin ou pour doubler un autre animal. Voilà comment ça marche. Et donc, le robot qui coûtait 10 000 francs suisses, moi j'en ai acheté un parce que j'ai fait un film, j'ai participé comme conseiller dromadaire au film Zodi et TU, Frères du désert, donc au Maroc et à Abu Dhabi. Et donc, j'ai acheté à Dubaï il y a 2 ans donc un robot jockey. J'ai dû le payer, je ne sais plus, enfin 150 €, tu vois, même pas 100 €. Après, j'ai pas pris le prix supérieur, mais donc tu vois, on est passé de 10 000 francs suisses, 10 000 € à 150 €, 200 €, allez, on va dire. Donc c'est devenu beaucoup plus accessible. Et donc Katim, qui avait fait un joli robot super, bon, ça a été, ils ont trouvé le truc, mais ça n'a pas marché longtemps en fait. Mais voilà l'idée des robots jockeys. Mais ça change, hein, parce que pour avoir été donc à ce film et avoir cherché des chameaux pour ce film, j'ai donc passé 2 semaines entières à visiter les entraînements, à visiter les pistes, etc. Et par exemple à Dubaï, c'est formidable parce que il y a des courses pour donc là-bas il y a beaucoup d'ethnies évidemment, il y a les Pakistanais, les Indiens, je sais pas, il peut y avoir donc tous les pays, on va dire les Égyptiens, etc. Mais même les Européens d'ailleurs. Et donc maintenant, ils font des courses avec des hommes aussi. Alors c'est des courses déclassées, mais il y a aussi les courses avec les robots qui vont être dotés de grands prix, mais il y a aussi toutes les courses aussi avec les hommes. Parce qu'il faut faire des choses tout simplement qui sont moins classées, mais qui existent. Voilà. Bien sûr. Et ben là, on a cité qu'ils ont des pistes et tout. On va dire c'est plus des courses de sprint. Et comme tu as parlé là-bas en Tunisie, c'est plus des marathons, des courses d'endurance. Des courses d'endurance. Oui, non, oui et non. Là, moi, la course qu'on va participer en Tunisie, c'est une course d'endurance, mais qui a été récupérée de l'armée française. Mais non, ils font aussi des courses plutôt sur de la courte distance, hein. C'est vraiment là. En fait, c'est vraiment François Bray qui a réinstallé cette course européenne, parce que la notion de marathon, c'était vraiment une notion européenne ou américaine, mais c'était pas du tout une notion arabe. Donc nous, on participe à cette action-là parce qu'il y a un fonctionnement français peut-être dessus aussi, mais non, en Tunisie, il y a aussi des courses de rapidité aussi. C'est même pas la force. Il y a très peu de courses de 35-40 km, de 40 km. La plupart des courses sont des courses justement de 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 km maximum. Ok. Et ce type de course d'endurance, ça existe qu'en Tunisie ou dans d'autres pays ils le font ou c'est comme l'autre format, tu disais, 6-8 km? La course de 30-40 km, franchement, je crois que c'est que en Tunisie, parce que ouais, c'est une expérience sur ce festival qui a perduré grâce à François Bray, les camélomanes, mais je pense pas qu'il y ait une autre course comme ça. Il y a des courses, par exemple, à Dubaï. Par exemple, ils font, enfin, je ne sais pas si on peut appeler ça une course, mais ils font des choses très bien. Par exemple, à Dubaï, vous allez au Camel Center, vous habitez à Dubaï, vous êtes un Européen, vous travaillez à Dubaï, vous pouvez vous inscrire gratuitement et vous allez participer, vous allez vous entraîner pendant 1 an ou 2 ans gratuitement à faire du chameau et vous allez participer à une grande course, mais je pense qu'une grande course qui va durer 1 semaine. Mais j'appellerais pas ça une course, j'appellerais plutôt une, comment on appelle ça, Oui, un un tour parcours. quoi, par étape. Un Voilà, parcours par étape. voilà, un parcours étape
qui peut peut-être être considéré comme une course, mais pour moi, c'est pas une course. Mais c'est intéressant par contre, hein. C'est-à-dire que on va apprendre à faire du chameau, à maîtriser sa bête, à maîtriser son parcours, et on va en une semaine, par exemple, faire 100 ou 200 ou 300 kilomètres. Mais je veux dire, euh, un peu comme le Paris-Dakar, mais sans que ça soit, je veux dire, forcément de la vitesse. Si on n'arrive pas Mm. premier, le tout c'est de le faire. Voilà, c'est pas, ce qui est déjà très honorable, hein. Donc voilà. Bien sûr. Donc il y a vraiment des choses à faire avec les dromadaires. Il y a des choses d'ouverture. Bon, évidemment, c'est pas forcément en France, bien que, moi je fais des choses. Il suffit de regarder. Là, j'ai eu un beau petit reportage sur Avec Néo, ouais. avec Néo. Ouais, bon, ils ont Mm. vraiment été bon. Après, peut-être que ça me met un peu en valeur. Alors je dis qu'il est beau, mais bon, ça présente un peu mon activité quand même et mon parcours. Euh, Bon, voilà. Bon, après, de toute façon, sur Internet, du dromadaire, on commence à en voir. Donc, il ne faut pas hésiter. Les gens veulent s'intéresser, il suffit de taper dromadaire France. Et là, vous allez avoir des participants français, des gens, euh, des fermes, des passionnés qui vont communiquer sur les dromadaires, y compris moi, mais il n'y aura pas que moi. Donc, voilà. Intéressant à. Et, et je voulais savoir, par exemple, en Asie centrale, donc au Kazakhstan et en Mongolie, avec le chameau de Bactriane, ils font aussi des courses ou c'est pas culturel Tout à chez fait, eux? ils font des courses. Moi, j'avais Ils font fait des un, courses aussi? je présente un document parce que j'étais aussi après je suis aussi dans la Fédération internationale des courses de dromadaires. Euh, D'accord. je suis membre de cette fédération. Bon, après en Europe, on a peu de potentiel pour vraiment développer ça et pas de moyens, donc passons, on est voilà, ça a le mérite d'exister. Et, euh, et j'ai donc fait un document YouTube, enfin non, non, je ne l'ai pas mis sur YouTube, donc c'est pas YouTube. Un document PowerPoint plutôt, qui présente toutes les courses dans le monde, y compris les courses effectivement, et il court très bien, hein. De toute façon, vous pouvez retrouver, vous tapez course de chameau de Bactriane, course de chameau Mongolie, on va retrouver des courses, hein, et des belles courses, même sur YouTube. D'accord. Et ouais, donc après, toi, tu as fait d'autres courses dans d'autres pays que la Tunisie. Tu as cité l'Égypte, tu as fait une course en Égypte? Oui, j'ai fait, enfin, oui et non. J'y suis allé pour faire une course, mais non, on n'a pas fait la course. J'ai été au Tchad, j'y suis allé pour faire D'accord. une course et on n'a pas fait la course. Donc c'est pour ça que les seules courses que j'ai fait, c'est en France, où j'ai développé un championnat. J'ai été champion de France, bien évidemment. C'était la première année en 2012. Après, je ne l'ai pas été. Heureusement, c'était avec mes chameaux, mais j'ai participé quand même. Mais sinon, non, dans les pays, je suis allé au Tchad, en Égypte pour faire des courses, mais on n'a pas fait de courses en fait, parce que tout simplement parce que les Bédouins ils voulaient pas. Il y a vraiment que la Tunisie qui nous a ouvert, et aussi parce que je pense que c'est une course accessible où on a une chance d'être placé, tout simplement parce que en fait les gens quand ils sont pas, bon c'est peut-être un peu dévalorisant, mais il faut remettre les choses à sa place. Nous, on est là moi, je pense qu'on est là pour apprendre, on est là pour se faire plaisir, on est là pour découvrir aussi. En tout cas, dans notre stade à nous. Après, j'espère qu'on ira plus loin, effectivement. Euh, mais sur une course comme celle-ci, eh ben, il est évident que, par exemple, si les gens ils sont pas 5 6e parce qu'il y a l'argent, bah, grosso modo, les 42 partants, tous ceux qui n'ont pas une chance d'être dans les 5 6 premiers, peut-être dans les 8 premiers, bon, bah, à un moment donné, ils ne se prennent pas la tête, ils font pas les 40 kilomètres, hein. Ils ont vu que ça marchait pas, ils s'arrêtent avant. Donc nous, par contre, on va continuer notre parcours. Voilà. Euh, c'est la seule différence. C'est pas très valorisant ce que je dis, mais c'est ce qui se passe. Voilà. Et ce D'accord, qui est très bien. normal. Les gens, le gars du coin, Mm. il fait sa course, mais à un moment donné, il va pas se fatiguer ou fatiguer son animal pour avoir le plaisir de terminer sa course et d'être dernier, par exemple. C'est Mm. pas Je vois. sur une course comme ça où c'est dur, ça peut être compréhensible. C'est pas une course
Quand tu fais une course de 1 km, 2 km, 3 km, oui, là, tu pousses. Tu vas pas, bon, tu vas peut-être pas pousser pour être, si tu vois que ça marche pas, mais tu finis ta course. Mais quand tu fais une course de 40 km, 42, là, il y a une notion un peu différente. Si tu sais que tu l'as raté, quelqu'un du pays, bah, il va arrêter. Il va rentrer chez lui par le chemin le plus court. Il va pas aller euh, se montrer arrivant dernier à la course. Voilà. Et Mais nous, d'ailleurs, on le prend différemment. On le prend comme un objectif de. Parce que nous, déjà, oui, en tant d'aller jusqu'au qu'Européens bout. et d'apprentissage, on est automatiquement dans une autre démarche. Ouais, d'aller jusqu'au bout. Et je Oui, voulais savoir. ce qui est logique. Et je voulais savoir comment ça se mène un dromadaire, parce que j'ai pu voir, il y a pas de mort comme par exemple avec les chevaux, il n'y a pas d'étrier pour Mhm. tenir dessus ou pour taper un peu pour le faire avancer. Donc comment ça se dirige? À taper, c'est pas le. Moi, je reprends ce mot parce qu'il faut faire attention, mais taper, c'est pas le truc qui va faire. Tu tapes un animal, ça va pas forcément marcher. C'est peut-être qu'il faut inciter à des moments donnés, mais c'est pas la bonne technique parce que taper, c'est à un moment donné, ça va se réconcilier et ça marchera pas. Donc, Oui, enfin, quand je dis taper avec l'étrier, tu sais, c'est donner un petit coup pour que ça. ouais, oui, c'est donner des ordres. Bon, en fait, les animaux sont dressés différemment. Euh, Par exemple, si on prend en Tunisie, on va donc avoir un pied sur le cou de l'animal et les ordres se donnent sur le cou de l'animal. C'est-à-dire que tu montes nu-pied déjà, tu montes pas avec des chaussures. Et, et en fait, tu as une jambe croisée. Ta jambe, elle est croisée un peu comme si tu étais assis par terre à la façon arabe, c'est-à-dire euh, comment dire, jambes croisées en fait, jambes croisées assis par terre sans chaise. Et donc là, ça, tu as donc une jambe qui est vraiment croisée sur la partie de la selle, ce qui te permet d'avoir une tenue et un accompagnement sur ton dorsal et ton ventre. Et donc, tu es assis bien droit. Ce qu'il faut te dire, c'est que ta selle Touareg, donc, où il y a un dossier et une croix devant, en fait, c'est juste un maintien. Tu ne dois surtout pas t'appuyer dessus. Si tu dois te tenir, tu as quelque part des cordes qui tiennent la selle et c'est sur ces cordes que tu vas te tenir. Donc, les cordes de la sangle, en fait, et non de la selle. Donc, ça, c'est le premier. Et c'est le pied sur le cou de l'animal qui te crée ta stabilité, plus le maintien de la jambe croisée. Donc ça, corporellement, il faut donc apprendre, et c'est pour ça qu'il faut s'entraîner au moins une semaine, 5-6 heures par jour, alors évidemment pas entre-temps tout le temps, hein, de façon à s'habituer à avoir cette position et s'habituer à savoir, en cas de glissade, en cas de déséquilibre, à savoir se récupérer. C'est assez stable en fait, hein, même si ça paraît bizarre, mais c'est pas mal du tout. Mais il faut apprendre. Voilà. Après, D'accord, pour la très bien. direction, tu me disais pour la direction, bah, pour la direction, il y a deux types de fonctionnement. Donc, soit quelque chose qui est considéré comme un peu hard, c'est un anneau dans le nez et avec une petite ficelle qui tient. Mais ça, c'est pareil, c'est pas, ça se gère pas en tirant dessus, justement, hein. C'est en fait, tu es toujours assez souple, c'est-à-dire que tu as toujours les rênes relativement longues, et tu vas donc, si tu as besoin de freiner, si tu as besoin d'arrêter l'animal, si tu as besoin de tourner, tu vas donc, si tu veux, pas tirer sur la corde, mais raccourcir ta corde de façon à ce que l'animal en fait dise bah non, là je peux pas avancer. Donc il sent qu'il y a un raccourcissement, et ben donc il va donc se poser sur ta main. Bon, et après, sinon, effectivement, le mort n'existe pas. Là, par exemple, quand j'ai fait le film au Maroc, moi, j'avais cette habitude avec le nez. Bon, c'était pas très bien. J'étais critiqué un peu sur ce niveau-là, mais j'ai appris en Tunisie là-dessus. Et le cascadeur principal, qui était un Français, mais qui travaille au Maroc, donc moi, je suis devenu un peu son assistant dans ce film. J'étais conseiller sur la partie française, mais au niveau du film, j'étais un peu l'assistant de ce monsieur. Euh, qui était vraiment très bien d'ailleurs, et
et qui, je veux dire, m'a dit, bah non, le nez, moi, je veux pas du tout. Puis il avait raison. Donc on a mis des acamores que j'avais déjà rencontrés en Tunisie, mais qui sont très peu utilisés, mais que les Marocains utilisent beaucoup. Et là, c'est un morceau de fer qui est protégé par évidemment du cuir ou du tissu qu'on met sur le nez et avec une corde sous la gorge. Donc en fait, ça fait une petite pression sur comme un acamor si tu veux, et ça permet de diriger. Après, c'est D'accord. du dressage tout ça, hein. C'est pareil, il faut habituer l'animal, le nez, il faut habituer Ouais, l'animal c'est comme tout, ouais. euh, mais une main forte, ça marche pas de toute façon. Si vous tirez, c'est comme quand on monte à cheval. Si des gens qui sont montés à cheval, qui sont trop durs sur le Oui, mort sur et les qui rênes, vont ouais. tirer, le cheval il va chauffer, 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 et au bout du compte tu tiens plus rien. Mais c'est la même Si en chose. plus il est, et si en plus il est sensible de la bouche, c'est encore pire. Voilà. Et un nez ou un acamor, si vraiment tu utilises si l'animal il a été mal éduqué ou qu'il a été un mauvais souvenir, c'est pas toujours une mauvaise éducation ou Mm. raté, eh bien, si c'est un peu raté aussi, eh bien, mais moi ça m'est arrivé sur mes animaux aussi, j'en ai raté aussi. Eh bien, là, on va avoir un mauvais travail et ça fonctionnera pas bien. Voilà. D'accord. Ben, je trouve ouais, que c'était bien à le préciser parce que oui, il y a des gens qui, si un jour ils vont en vacances en Égypte ou autre et qu'ils voient ça, au moins ils auront, ils Oui, sauront qu'il y a d'autres méthodes qui existent, quoi. oui, oui, il y a d'autres méthodes qui existent. Maintenant, c'est pas, oui, la cordelette est pas toujours, c'est pas toujours terrible, c'est sûr. Mm. Mm. Mais c'est pas toujours Et, facile de faire autrement. Ouais. et j'aimerais qu'on parle justement de l'allure du dromadaire quand il est lancé à pleine vitesse. Donc le dromadaire, lui, il est pas au galop. On dit que c'est des ambleurs, c'est le amble, c'est ça l'allure. Alors, c'est un peu faux parce que, en fait, il y a deux allures, hein. C'est vraiment l'amble et le galop, en fait. Euh, il amble au pas et au trot. Donc, pas marcher, c'est de l'amble. Mais quand il passe à la vitesse supérieure, c'est aussi de l'amble. L'amble, Mm. c'est un mouvement, euh, par exemple, antérieur droit avec le postérieur droit, antérieur gauche avec un postérieur gauche, comme ça. Donc les deux jambes, enfin jambe avant, jambe arrière, avancent dans la même position. Ça, c'est de l'amble. Et donc l'animal peut quasiment aller de 2 km à l'heure, 1 km à l'heure, jusqu'à 40 km à l'heure à l'amble. D'accord. Ouais, tout à fait raison. Ouais. euh, À peu près, hein. Ça peut être 37, 36, j'en sais rien, mais voilà, à peu près. Et le galop, donc même chose que le cheval, donc là, il avance. Après, il avance, et ça, tu vois ça sur les courses au Moyen-Orient, c'est du galop souvent. Les courses avec les robots, on voit du galop. D'accord, parce que j'avais entendu dire justement ouais, qu'ils allaient pas au galop, ils allaient juste à Non, l'amble. ils vont au En plus, galop. d'accord, ben, Il ça il aussi y a c'était deux une allures précision en fait. importante. Il n'y en a pas trois. Le Mm. cheval a trois allures, je crois. Le pas, le trot et enfin À quatre parce 4 qu'il y a avec l'amble et avec le l'amble, galop. oui. Mm. C'est ça. Le Et il y a même, dromadaire. je crois en Islande, ils ont encore une autre allure avec Eh ben, c'est un de cheval l'amble, hein, typique je du sud. crois. Non, c'est de l'amble. Le C'est de l'amble cheval aussi. a aussi l'amble. D'ailleurs, par exemple, le trotteur, il se met à la faute, il se met à l'amble dans Oui, les en courses. France, il n'y a pas de course de l'amble. À l'étranger, oui, mais Voilà, pas en c'est ça. France. Hmm. Ils veulent pas. Mm. Ok. Ok, ben c'était une précision importante parce que ouais, ça permet de démystifier certaines choses. D'accord, pas de souci. Ben écoute Olivier, on va arriver à la fin de l'entretien. Je pense qu'on a fait un peu le tour sur le dromadaire, on a Ouais, posé un parce peu que tu toutes les m'avais dit, questions. je sais pas si ça va être écouté, mais là, je crois qu'on va s'écouter tout seul, hein. Tu m'avais dit 30 minutes, on a eu à 1h13. Ah non, tu as peut-être enregistré plus tard, hein, je sais plus. Ouais, ben en tout cas, si tu as un mot de la fin, je vais te laisser le mot de la fin, Non, si tu ça as quelque va. chose en particulier à dire. Je te remercie beaucoup j'ai passé un bon moment avec toi. Merci pour toutes ces questions. J'ai peut-être un peu trop Ben, parlé, c'est merci un à peu mon toi. Ouais. problème. Et puis, Non, c'est j'ai pas été concis à des moments donnés. La non, mais preuve. ça a été très bien, je trouve. Merci à toi, merci de ta disponibilité. Ben, encore merci à toi et je vais remercier tous ceux qui regarderont la vidéo et
je leur dis à la prochaine avec un prochain invité. Merci Ok, à vous. Au merci revoir. Thibaut et bonne chance pour ta chaîne et ton travail.